Mes amis, bon retour sur Vérisme TV, c'est un plaisir de vous recevoir. J'aimerais dire chez moi, mais c'est pas vraiment chez moi, c'est chez tout le monde, dans la garrigue. Dans la garrigue, il n'y a pas encore les cigales, donc on profite. On profite parce qu'après, pour moi, tourner dehors, c'est juste impossible. Hein. C'est un capharnaüm pas possible. Donc là, il y a juste les petits oiseaux qui chantent. J'ai la vue sur le Mont Ventoux. Vous êtes bien en Provence, et je vais prendre vos questions pour se faire vraiment un question-réponse tranquillou, voilà, dehors, autour des régimes cétogènes, des régimes carnivores, et aussi un petit peu tout ce qui est ressorti de vos questions au niveau de l'alimentation. Hein, il y a eu pas mal de questions, surtout dans les commentaires YouTube, donc je vais prendre cela. Ça fait suite évidemment à ma vidéo sur le régime cétogène, mon retour par rapport à ça, qui vous a beaucoup plu, donc merci beaucoup pour tous vos retours. Évidemment, c'est toujours un plaisir de vous faire un partage d'expérience comme ça. Et ça m'a donné envie aussi de faire une vidéo sur la neurophysiologie de la faim, c'est-à-dire les voies nerveuses dans le cerveau, mais aussi le retour endocrinien, cette boucle qu'il y a entre les deux, pour comprendre pourquoi on a faim, pourquoi on a de l'appétit, comment c'est régulé par rapport à notre horloge interne, par rapport à la lumière du jour, qu'est-ce que c'est que ces pulsions-là que l'on a, et comment les hormones et les neurotransmetteurs jouent un rôle là-dedans. Ça, ce sera une vidéo à part. Ce qui vous attend sur la chaîne après, ce sera un retour d'expérience sur le régime carnivore, que j'ai testé aussi. Et là, ce sera sur le même format que la précédente vidéo, c'est-à-dire en marchant, celle que j'ai faite sur le régime cétogène. Sans plus tarder, on est parti pour vos questions. Donc, je prends la première question de Jean Arawak. Merci pour ta question. Salut Pierre, comme toi sûrement, je n'aime pas le mot régime car il est impossible à tenir dans la durée. Ouais, moi je suis d'accord. Régime, ça veut dire restriction. Hein, c'est ça. Quelles sont les principales carences que l'on constate dans ces régimes et quel est le régime qui t'a procuré la meilleure sensation d'énergie physique et mentale? Merci Pierre. Ben, merci Jean. Quelles sont les principales carences que l'on constate dans ces régimes et quel est le régime qui t'a procuré? Donc il y a deux questions. Alors les principales carences, pour moi elles sont souvent... Alors je vais parler des régimes restrictifs. Donc on va englober tout le monde. On va faire le cétogène, le carnivore, le vegan aussi. Il pourrait y avoir le régime hyperprotéiné du camp. Il pourrait y avoir tout ça à partir du moment où le régime vous dit cette catégorie-là d'aliments tu touches plus. Tu ne manges plus que ça. Que ce soit qualitatif donc on discrimine les aliments, ou que ce soit quantitatif, c'est-à-dire tu dois manger seulement tant de grammes de lipides, glucides, protéines, ou tant de kilocalories. Là aussi on est sur un régime. Alors, la carence qui me vient tout de suite à l'esprit, cher Jean, c'est celle qu'il va y avoir au niveau des neurotransmetteurs. Bien souvent, dans certains types de régime, on a, comme on a une restriction de la plage alimentaire, de la diversité en fait alimentaire, il y a certains précurseurs des neurotransmetteurs qui sont plus présents dans l'alimentation, et ça se voit sur le long terme, ça se voit pas tout de suite. Et ce qui se passe dans les régimes, c'est que la personne va rentrer là-dedans et va le garder, parce que sur le court terme, elle va sans doute perdre du poids. Il va sans doute y avoir des bons effets à avoir cette phase de restriction. Moi je suis pour les phases de restriction mais courtes. Faire un jeûne intermittent, faire un régime un tel ou un tel, hypocalorique ou avec très peu de protéines, peu importe, ou aucun sucre, comme le régime cétogène, presque aucun sucre, ça ok, pour que le corps fasse, c'est notre fameuse hormèse, qu'il y ait un certain choc. Et qu'il puisse se purger de certaines choses, qu'il puisse avoir des surcompensations quand il retrouve une alimentation normale. Le problème, c'est que les personnes font ça toute l'année, 365 jours par an, et que les carences, par exemple en tyrosine, qui est le précurseur de la dopamine, ou toutes les autres carences, en phénylalanine, je sais pas, en tryptophane pour la sérotonine, voilà. On va retrouver malheureusement des carences à ce niveau-là, ce qui se traduit par ce qu'on appelle une fatigue nerveuse. Alors ça peut prendre plein de formes, hein. Ça peut être une fatigue énergétique, donc des fluctuations d'énergie au long de la journée, où on se réveille le matin avec moins d'énergie que quand on s'est couché le soir. Ça c'est très remarquable aussi, hein, vraiment à surveiller. Avec des fluctuations au niveau du moral, de la motivation,
des fluctuations, ça peut impacter tellement de choses. Au niveau des spasmes musculaires aussi, hein, les tressaillements au niveau de la paupière, de la lèvre, musculaire, les jambes qui bougent sans arrêt. La sensation d'être fatigué mais de ne pas arriver à se reposer, hein, ça c'est syndrome vraiment d'une adrénaline circulante trop élevée. Des niveaux de thyroïde qui vont petit à petit baisser, donc une frilosité et un métabolisme qui va aussi baisser, hein. Donc les hormones T3 et T4 sont aussi faites à partir de l'iode certes, du sélénium aussi, mais aussi à partir de la L-tyrosine, hein. Donc c'est le même précurseur, encore une fois, que la dopamine. Donc il faut qu'il y ait ces précurseurs dans l'alimentation, hein. Toute proportion gardée, c'est pas en s'en gaver, mais il faut que ce soit présent quelque part. Et à partir du moment où on fait un régime restrictif, quelque part, on augmente les risques en tout cas d'avoir ces carences en neurotransmetteurs. Donc il faut toujours être à l'écoute de ces signes cliniques, voir comment son corps réagit, et à partir du moment où ça commence à déraper, revoir sa copie. Hein, c'est une école de l'humilité, hein, de toute façon, notre cheminement de vie. Au-delà de ça, d'autres carences, les oméga 3 peut-être, voilà, certains types de graisses, certains types de lipides qui sont parfois complètement évincés d'une alimentation, où on n'est plus du tout porté dessus, où on mange uniquement, si c'est, je sais pas moi, un véganisme poussé à l'extrême, où c'est crudité et que crudité, et la personne ne met ni huile, ne mange pas de noix, ne mange pas d'œufs parce qu'elle n'est pas végétarienne mais végane, et qu'elle pousse vraiment ce truc à l'extrême, peut-être que il va y avoir certains types d'oméga, les oméga 3 en particulier, c'est ceux auxquels je pense, qui sont essentiels vraiment pour la synthèse du cholestérol, des hormones stéroïdiennes. Donc ça aussi, hein, c'est à prendre en compte. Donc voilà des types de carences auxquelles je pense très rapidement. Et puis ta deuxième partie de question, c'était la meilleure sensation énergétique. Quel est le régime qui t'a procuré le plus dans tout ce que j'ai testé? C'est définitivement celui que je peux garder sur le long terme, c'est-à-dire celui que j'ai maintenant. C'est celui qui s'adapte aux saisons, à mes rythmes d'activité. Depuis le confinement, depuis l'année dernière, je suis beaucoup plus porté sur le travail de musculation et de force. Ça me plaît, ça me passionne, je m'entraîne tous les jours. Donc mon alimentation a switché un petit peu, a changé, c'est adapté par rapport à ça. Si vous prenez le début de Verisme TV par exemple, vous allez voir que je suis beaucoup plus fin. Je faisais moins de masse musculaire, je faisais du sport plus un petit peu plus varié et diversifié autour du fonctionnel, qui pousse moins à la prise de masse musculaire, mais qui est très bien et qui a de très bons côtés aussi. Et là, mon alimentation était différente. J'étais beaucoup plus porté sur des produits végétaux et crus. Maintenant, ça a évolué et s'est diversifié. Ça me convenait à peu près pour l'époque, mais je ne me sentais pas au 100% de mon potentiel. Là, je me sens vraiment bien. Là, vraiment, 2020 et 2021, ça a été des années où, au niveau mental et physique, j'ai touché un summum que je n'avais jamais touché, même quand j'avais 20 ans, quand j'étais plus jeune, etc. Donc ça me convient parfaitement, c'est-à-dire je mange de tout. Je suis omnivore comme on dit. Je mange de tout, je mange des produits animaux, je mange des abats, je mange des œufs, je mange des petits poissons, je mange de la viande, mais ma base ça reste quand même les légumes. Vraiment, je peux pas imaginer un repas sans légumes. Même quand j'ai fait le régime carnivore, c'était très dur et je vous ferai un retour par rapport à ça. Mais ouais, la base c'est toujours. De toute façon, vous le retrouvez dans mes recettes sur ma formation par le jeûne intermittent. Je fais toujours une base de légumes. Et dessus, je vais y mettre, pourquoi pas, une protéine végétale. Donc ça pourrait être du tempeh, ça pourrait être du tofu, peu importe. Ou une protéine animale, des œufs, une omelette, du saumon, du poisson, de la viande, etc. Par contre, je suis toujours intransigeant sur la qualité et la provenance des produits, que ce soit végétaux comme animaux. Donc si je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, je ne le mange pas. Et moi, mes produits, je les prends au marché, je les prends sourcés, à minima bio et label rouge, local, voilà. Si possible sauvage. Voilà. C'est la clé. C'est la clé de tout ça. Alors, on prend le suivant. Michel. Pour les femmes, il serait conseillé de sortir de la cétose la semaine précédente les menstruations pour équilibrer les hormones. Qu'en penses-tu? Sincèrement, c'est vrai que
les glucides il y a une forte corrélation entre glucides et hormones thyroïdiennes notamment, mais pas que, hein. Donc moi c'est sûr que s'approchant de la période de menstruation, je forcerai pas le régime cétogène. Et je ne sais pas où tu as lu cette recommandation, mais elle me semble assez pertinente, bien qu'il faut toujours adapter à la personne, hein. Il n'y a pas les mêmes menstruations pour une adolescente que pour une femme de 30 ans. Hein. Et toutes les femmes de 30 ans n'ont pas les mêmes menstruations, n'ont pas le même métabolisme. Donc pour certaines personnes, le régime cétogène, même en période de menstruation, fonctionnera très bien. Et d'autres auront besoin de glucides dans l'alimentation. Donc là, c'est clair que, encore une fois, c'est à individualiser. Et c'est si la personne essaye le régime cétogène et que pendant les menstruations, ça se passe vraiment pas bien, eh ben je prendrai le même conseil et je ferai une rupture de cette cétose. C'est-à-dire que, pour rappel, le corps utilise les corps cétoniques, en gros le gras, quoi, comme substrat d'énergie, au lieu d'utiliser le glucose, qui est normalement la source première, en tout cas la source la plus directe, qui est raffinée en lactate au niveau des cellules pour fabriquer de l'ATP. Donc, toujours pareil, ça dépend vraiment. Le beau parleur, j'ai une question sur les calories. Personne n'en parle jamais. Comment fais-tu pour arriver à 2500 calories avec 2 repas par jour? Les calories, je te conseille la vidéo de Jason Fung, F-U-N-G, qui est le monsieur jeûne intermittent, etc. Calories, c'est un truc qu'on se travaille depuis très longtemps, et une calorie n'est pas égale à une autre, hein, comme disent les Américains. Ça dépend vraiment de la source, l'aliment en tant que tel. Parce que ce qui est important, c'est toujours la réaction du corps, hein, c'est la résultante par rapport à ce que tu manges. Les aliments en tant que tels, ils sont neutres. Et compter les kilocalories, c'est encore une fois avoir une approche quantitative du vivant. Mais le vivant, il ne s'approche et il ne s'apprécie que de manière qualitative. Ce qui veut dire que tu peux mettre 2500 calories dans un corps, Bernard, 43 ans, pratiquant de CrossFit, et si tu mets ces mêmes 2500 calories dans Gisèle, 23 ans, étudiante en master de communication, Bernard et Gisèle ne vont pas du tout avoir la même réaction métabolique à ces 2500 calories. Et après, ces 2500 calories, d'où ils viennent? De protéines, de lipides, de glucides, de végétaux, de produits animaux. Quel est le microbiote de Bernard? Quel est le microbiote de Gisèle? Et tout ça, ça va donner une résultante. Autant Bernard, il ne va pas du tout digérer le repas. Il ne va pas du tout assimiler ces 2500 calories et il va se choper une diarrhée. Ben là, tu n'as même pas l'équivalent de 50% de ces 2500 kilocalories qui rentrent dans son système. Alors que Gisèle, elle a super bien digéré tout ça. C'est rentré dans son système, elle a su l'utiliser et le transformer en énergie. Bernard, il a mangé avec tous ces problèmes de stress, d'angoisse dans la tête. Je peux te dire que la digestion s'est encore plus mal passée. Bref, tu vois ce que je veux dire. Donc, on essaye encore une fois de faire de la discrimination d'informations, d'isoler les choses. Ça, c'est le côté quantitatif. C'est le monde ancien, d'après la Seconde Guerre mondiale, qui a voulu mettre dans des canaux et dans des cases très fermées les données du vivant. Ça ne marche pas comme ça. Ce qui est important, c'est la résultante, hein, des interactions entre un individu et ce qu'il mange, et comment se passe la résultante. Et avec cette optique-là, on se rend compte que compter les calories, c'est une métrique qui peut trouver son importance, qui peut trouver sa pertinence, mais il faut vraiment, on lui a donné une importance qui était extrêmement haute dans les années 60, 70, 80, alors que sans doute son importance, elle est en fait 5 ou 10 niveaux plus bas. C'est intéressant, c'est une donnée à prendre en compte, mais il ne faut pas en faire l'alpha et l'oméga, c'est là où je veux en venir. Donc, oui, on peut faire des grosses moyennes à 2500 kilocalories. Personnellement, je fais, comme vous le savez, 2 repas par jour, hein, 99% du temps. Et à mon avis, à vue de nez, parce que je compte pas mes calories, mais à vue de nez, je tourne entre 1800 et 2000 kilocalories. Parce que je dois pas manger, peut-être je mange 1000 kilocalories par repas, et encore, je sais pas, ça ferait un gros repas, il me semble. Je saurais pas vous dire. Vous voyez ce que je mange j'ai mis des extraits de ma formation sur le poids optimal, où je donne mes recettes. Il me semble pas que j'arrive à 1000 kilocalories. Ce sont des bons repas, copieux, mais pas plus que ça. Mais j'arrive à satiété pourtant, je me sens bien.
Et pourtant, j'ai pris de la masse musculaire. Enfin, de toute façon, vous avez Verisme TV pour prouver le truc. Donc, vous avez 4 ans ou 5 ans, je sais plus combien ça fait de temps que j'ai lancé la chaîne. Mais vous pouvez voir mon évolution au fil des 5 ans. Et vous voyez bien qu'il y a quand même une différence entre le début où j'ai commencé et maintenant. Donc, j'ai pris de la masse. Sans doute un peu de masse grasse aussi, hein, mais à mon avis, il y a pas mal de masse musculaire aussi. Et puis, de toute façon, mes performances physiques, je les vois bien évoluer dans le positif. Donc, toute la psychologie autour du fait de se dire il faut absolument qu'il y ait un surplus calorique pour pouvoir faire du muscle, etc., bah, c'est quand même à remettre, pas aux oubliettes, pas à jeter aux oubliettes, mais à reconsidérer et à se dire est-ce qu'on n'avait pas donné trop d'importance à cette philosophie-là, à ce dogme. Voilà. Il est clair que si tu as faim toute la journée avec 2500 calories, sans doute tu ne manges pas assez. Tu ne manges pas assez qualitativement ou quantitativement. Voilà. Encore une fois, vous me connaissez, les réponses vont être... je ne vais pas botter en touche à chaque fois, mais quand on me parle de combien, quand on arrive avec des questions quantitatives, je réponds toujours par une réponse qualitative. Donc, ça reste de l'individualisation, ça reste du flou artistique. Voilà. Alors. Christophe Avignon me dit « Top, ce serait intéressant d'avoir le retour de sportifs qui ont testé les deux. » Alors, parmi les athlètes que j'entraîne, il y en a qui le font. Hein. Surtout, évidemment, ça correspond mieux aux sports d'endurance, efforts longs, qui sont plus des efforts dits lipidiques, hein, qui vont utiliser comme substrat d'énergie les graisses. Quand tu as besoin de faire un semi-marathon, un marathon, voilà, les sports qui sont longs. Force est de constater que ça marche plutôt bien pour eux, le régime cétogène. Après, je pense que tu me parles des sportifs qui ont testé les deux, donc les deux, tu entends régime cétogène et régime carnivore. Moi, j'ai beaucoup de connaissances de personnes qui ont testé le low carb, mais pas le carnivore et le cétogène. Hein, ça, moi, j'ai testé les deux. Je peux te dire que les deux ont plutôt bien marché sur moi. J'ai pas vu de grandes différences entre les deux. Peut-être que je m'adapte assez bien, peut-être que tous les autres facteurs de santé de mon quotidien, que ce soit le sommeil, les relations humaines, mon contact avec la nature, le fait que je voie la lumière du jour beaucoup d'heures par jour, que je marche beaucoup en nature, que la qualité de mes aliments soit bon, etc. L'absence de stress, voilà, parce que je travaille à mon compte, voilà, j'ai beaucoup de liberté, etc. À mon avis, ça fait que mon alimentation pourrait être pas parfaite, mon corps s'y adapterait quand même. Et puis je suis relativement jeune, j'ai 33 ans, donc voilà, sans doute qu'il y a une adaptation qui est plus facile pour moi. En tout cas, les deux, j'ai pas vu de grandes différences, seulement quelques petits défauts qui sont quand même le fait que ce soit dur à tenir sur la durée et que ce soit socialement un peu excluant. Voilà. Alors, Clément Thomas, peux-tu nous dire si c'est compatible avec du sport à haut niveau, trail, courte distance et crossfit, de même que tu as une gastrite, de même quand tu as une gastrite avec hypochloridrie, merci. Alors si tu as une gastrite avec hypochloridrie, je ferai attention quand même au régime carnivore, où tu n'as que de la viande ou du poisson, ou des régimes qui sont très chargés en protéines, et tu sais que c'est ton estomac qui est quand même chargé de dissoudre tout ça et de digérer les protéines par l'acide chlorhydrique et ces enzymes digestives qui sont vraiment protéolytiques, donc qui digèrent les protéines. Donc c'est l'estomac, vraiment la poche acide du corps qui se charge des protéines. Donc si ton estomac est déjà en hypochloridrie, voilà, j'irai tout doucement vers ça. Sport de haut niveau, bah, je reviens sur la même chose. Vous savez que j'accompagne des sportifs, donc il y a aucun problème. Il y en a qui me font des retours très positifs, il y en a qui me disent sport de haut niveau. Faut vous dire que c'est des gens, hein. Ce sont des individus, ce sont des êtres humains, et ils ont tous les mêmes besoins et les mêmes comment dire, conditions que nous, c'est-à-dire bien digérer les repas. Et le microbiote, le sommeil, tout ça, il y en aurait d'autres de facteurs, tout ça fait la bonne digestion ou la mauvaise digestion.
Il n'y a pas seulement que est-ce que cette catégorie d'aliments correspond à cette catégorie d'individus. Donc eux aussi, parfois, ils se chopent une diarrhée quand ils mangent du régime cétogène où il n'y a que du gras. Eux aussi, parfois, les produits animaux, ils les excluent complètement. Et pourtant, on voit que les performances ne fluctuent pas tant que ça. On a des retours de sportifs de haut niveau qui testent ce genre de choses. Il y a des retours très positifs, il y a des retours très négatifs. Donc là encore, c'est tellement compliqué de faire des grandes catégories comme ça, parce qu'on dit sportif de haut niveau, mais de quelle ethnie? Un Africain, un Asiatique et un Européen, c'est pas les mêmes microbiotes, c'est pas les mêmes enzymes digestives, il y a des petites différences quand même. Il y en a qui sont beaucoup plus habitués au sucre, il y en a qui sont beaucoup plus habitués aux produits animaux. Donc voilà, c'est complexe de tout mettre ensemble dans la catégorie des sportifs professionnels. Donc, mais voilà, si on devait tirer des grandes lignes, sport d'endurance évidemment, j'aurais plutôt tendance à recommander quelque chose qui se rapproche du cétogène. CrossFit, j'aurais plutôt tendance à être avec des glucides présents, donc pas de cétogène parce que c'est un effort plus glycolytique. Et pourquoi pas des produits animaux pour la richesse des protéines que contiennent les produits animaux. Mais on sait très bien que dans le règne végétal aussi, on a des très bonnes sources de produits, de produits riches en bonnes protéines. Voilà, donc on peut faire des grandes lignes, mais vous savez très bien que c'est pas mon approche. Voilà. Georges Carvalho, Pierre, peut-on vivre selon toi en bonne santé sur le long terme sans manger de fruits? Compliqué ça, hein, compliqué de répondre, j'entends. Les fruits, il me semble que c'est présent sur presque toute la surface de la planète, sauf cas extrême, pour les Inuits ou etc. Il me semble que depuis les débuts de l'évolution de l'homme, ils étaient présents. Donc moi, je ne les exclurai pas de l'alimentation. Est-ce que c'est possible de vivre en pleine santé sans fruits du tout? Peut-être, je ne sais pas, et je pense qu'on n'a pas de retour, en fait, on n'a pas de données pour étayer cette hypothèse. Donc je ne vais pas me prononcer. Les grands gourous et manias du carnivorisme n'excluent pas totalement les fruits d'ailleurs. Il y a certains fruits qui vont... Ils jettent pas l'opprobre sur ça, ils jettent plutôt l'opprobre sur certains types de légumes qui contiennent, certains types de plantes, qui contiennent des produits anti-enzymatiques. Des plantes qui ont besoin de se protéger et leur seule force finalement c'est les molécules chimiques qu'elles ont en elles, donc pour pas que les animaux les mangent, elles ont ces systèmes de défense. Mais le problème c'est que si on mange ces plantes à haute dose, qui contiennent des oxalates, qui contiennent ces produits toxiques pour les êtres, pour les animaux, ça peut créer des réactions inflammatoires en nous. C'est ça qu'ils accusent en fait les carnivores. Mais c'est quelqu'un d'autre qui me posait cette question là tout à l'heure, plus bas je veux dire, donc j'y reviendrai après. Mais ça ce serait oublier l'adaptation qu'a le corps, et justement cette hormèse qu'il peut avoir, c'est-à-dire une petite dose de poison, peut être une stimulation pour le corps bénéfique. Si et seulement si la dose n'excède pas un certain seuil, le seuil d'adaptation du corps justement. Donc c'est pareil, là c'est à mettre en parallèle. Est-ce que les fruits sont complètement à exclure? Dans les fruits, il y a quand même beaucoup moins de produits anti-enzymatiques. Il y a quand même une digestibilité qui est meilleure, apparemment, que dans certaines plantes qui poussent directement dans le sol. Donc, même les grands fans du carnivorisme ne sont pas à exclure tous les fruits. Ils sont à dire à quel point le fruit a été transformé, c'est plus du tout celui qu'on trouve à l'état sauvage, et que le problème viendrait de là aussi. C'est que les fruits qu'on peut acheter au supermarché, déjà sont pauvres en micronutriments, sont riches uniquement en sucre finalement, et ont sans doute des pesticides, des herbicides dessus. Donc voilà, c'est ça. Le débat se situe à mon avis plutôt là. Donc je ne sais pas si on peut vivre en pleine santé sans fruits toute sa vie, mais si on devait faire cette expérience-là, il faudrait placer la personne dans un environnement où elle puisse être au plus proche de l'environnement naturel de l'homme, avec un grand H, c'est-à-dire
nature, sans pollution atmosphérique, voilà, avec un sommeil parfait, etc. Mais surtout, au niveau de l'alimentation, que certes, il n'y aurait pas de fruits, mais que tous les autres aliments qu'elle pourrait trouver soient d'une qualité irréprochable, qualité sauvage, que ce soit les animaux, etc. Et là, on pourrait étudier pour voir comment évolue sa physiologie. Et si elle a vraiment besoin de fruits, si ça vraiment ça lui manque, vraiment il y a une carence de ce que peuvent apporter les fruits. Parce que si elle a vraiment des produits animaux, tous les produits autres que fruits, d'une qualité irréprochable, peut-être qu'elle trouverait suffisamment de nutriments et qu'elle n'aurait pas besoin de fruits. Bref, c'est un débat sans fin, on ne saura peut-être jamais, mais en tout cas, il n'y a aucune étude, si vous voulez, c'est pour revenir à cette réflexion que je fais souvent par rapport aux gens qui citent les études. Comprenez bien que les études sont toujours faites sur un panel un peu lambda de personnes, et la nourriture, c'est la nourriture qu'on trouve au supermarché. Donc l'étude, elle vaut un peu que dalle, quoi. L'étude, elle se base sur des données qui sont quand même, à la base, viciées et peu pertinentes. Il n'y a aucune étude qui a été faite sur les aliments sauvages, avec un groupe de personnes extrêmement large, c'est-à-dire au moins des milliers de personnes, au moins 10 ethnies différentes. Non, c'est toujours 20-30 personnes d'une nationalité qui consomment des aliments dont on ne sait où. On ne sait pas d'où ils viennent les aliments. Parfois c'est, allez, à la limite, ça va être une étude sur les aliments bio. Mais voilà, la qualité est jamais regardée là-dedans. Ces gens ont consommé tant de glucides, tant de lipides. Mais ça vient d'où? Et c'est quelle qualité? Voilà. Donc c'est les études scientifiques, vous voyez bien que c'est compliqué d'y apporter de l'importance, quoi. Ah, mon cher Sugirok, c'est Robin. Alors Robin, c'est mon frère de cœur que j'ai connu pendant mes études de japonais. On était en master ensemble à Lyon. Voilà, je l'ai recroisé, maintenant il vit à Okinawa. Mon frère, je t'embrasse. C'était une autre vie, mais tu restes dans mon cœur et j'espère venir te voir à Okinawa dès que le Japon réouvre ses portes. Vous savez à quel point le Japon, je le garde dans mon cœur et j'ai toujours en tête l'histoire de faire un stage de l'hormèse au Japon et je sais que vous êtes nombreux à m'avoir répondu par mail. Ouais, le projet est toujours là et mon Robin, je prends ta question. Salut Pierre, c'est Robin. Il y a plus d'1 an, j'ai arrêté viande rouge et poulet. Je ne mange que poisson, œuf, natto. Pour ceux qui connaissent le natto, c'est immonde. Je ne sais pas comment tu fais pour manger ça. Tofu en termes de protéines. Bien sûr, je mange des légumes et salades à chaque repas. Est-ce qu'il peut y avoir des carences quelconques au niveau des nutriments dont le corps a besoin? J'essaie également de faire du sport et de gagner du muscle en entraînement poids du corps. Merci, j'espère te voir bientôt à Okinawa. Moi aussi. Tu me dis que tu manges, certes, tu as arrêté viande rouge et poulet, mais tu manges poisson, œuf, natto, tofu. Tu aurais pu t'arrêter à poisson et œuf, hein. Ou même natto, il y a tellement voilà, il y a de la B12, c'est l'un des rares aliments qui, en dehors du règne animal, qui a de la B12. Tu manges de tout après. Tu me dis légumes, salade, voilà. Je vois pas comment tu pourrais avoir une carence quelconque. Par contre, est-ce que tu m'écris parce que au niveau de ta physiologie, au niveau de tes ressentis cliniques, tu sens qu'il y a quelque chose à corriger? Au niveau énergétique, au niveau du sommeil, au niveau mental, au niveau moral, au niveau psychique, au niveau de la peau, au niveau des urines, au niveau des selles, hein, est-ce que ça se passe bien quand tu vas aux toilettes? Au niveau de la digestion, est-ce que ça fait plein de gargouillis? Est-ce que tu as des ballonnements? Est-ce que tu as mal au ventre? Est-ce que tu as mal au foie? Est-ce que tu as mal au cœur? Est-ce que tu m'écris par rapport à une problématique comme ça? Ou est-ce que tout va bien? Ce régime, il te convient totalement. Tout est nickel. Tous les facteurs de santé sont ouverts. Mais que tu t'inquiètes juste un petit peu. Tu dis, bon, c'est vrai, j'ai plus de viande rouge, etc. Si c'est juste ça, moi, sur le papier, ça me va. Parce que ton alimentation est quand même très variée. Voilà. Donc, si tout est au clair, qui suis-je pour te dire de venir changer quelque chose, hein? Par contre, après, tu me dis, j'essaie également de faire du sport et de gagner du muscle en entraînement poids du corps. Donc là, c'est une autre problématique. Là, pour gagner du muscle, il faut bien s'entraîner, tu le sais très bien. Robin, c'est marrant parce que tu as été là vraiment au début de quand je me suis intéressé au travail de force et à la musculation, c'était à la fac, l'université de Lyon 3, Jean Moulin, et on avait un super prof de muscu, et donc ça me fait penser à ça, c'est très nostalgique. Donc, ça dépend comment tu t'entraînes. Entraînement poids du corps, c'est extrêmement bien, c'est ce que je préfère, c'est ce que je fais dans mes formations. Entraînement fonctionnel, surtout de Ido Portal, qui n'est pas forcément la meilleure approche pour prendre du muscle. Ça va te donner un corps fonctionnel,
Ça va te donner un corps versatile, comme on dit, qui passe partout, qui est adaptable. Il y a plein de bons côtés à travailler comme ça, en chaîne cinétique fermée, c'est-à-dire c'est ton centre de gravité qui se déplace vers une direction, comme quand tu fais des pompes ou des tractions, tu déplaces ton centre de gravité. Alors que dans les machines de musculation, chaîne cinétique ouverte, c'est ouvert, on déplace les extrémités loin du centre de gravité qui lui reste figé. Il vaut mieux toujours privilégier les chaînes cinétiques fermées parce que le fait de déplacer son centre de gravité induit tout un tas d'adaptations au niveau des muscles stabilisateurs, au niveau de la proprioception, au niveau de tout un tas de choses, du système vestibulaire aussi, et visuel, le sensorimoteur en gros. Donc j'adore cette approche-là. Mais si c'est vraiment pour développer du muscle, et que tu veux plus te muscler, peut-être qu'il y a des ajustements à faire en termes de lestage, en termes de volume d'entraînement, en termes de stress métabolique versus stress mécanique. Donc si ça intéresse plus de gens, il y a mes formations déjà, mais si vous voulez on peut se faire un question-réponse sur uniquement la prise de masse musculaire, qui peut être un sujet à part. Ça n'intéresse pas tout le monde, même si je pense que ça devrait intéresser tout le monde, parce que les muscles c'est l'organe de la longévité, l'organe de la santé. Il ne faut jamais l'oublier ça. Hein, c'est eux qui pèsent le plus de poids à tous les sens du terme dans le corps. Donc voilà, cher ami, c'est plutôt tes modes d'entraînement, à mon avis, qu'il faut que tu voies, plutôt que ton alimentation. Je t'embrasse bien fort. Alors, Théo Etienne me demande « Bonjour Pierre et encore merci pour ton partage. Je refouille toutes tes vidéos à la recherche d'une réponse. Pourquoi j'ai une grosse brûlure d'estomac et des vomissements tout de suite après avoir mangé certains aliments comme un croissant par exemple ?» Ben mon gars, faut pas que tu manges des croissants, hein, tout simplement. Je suis naturopathe. Naturopathe, ça veut dire la voie de la nature. Donc, dans la nature, il n'y a pas des croissants qui tombent des arbres, je suis désolé. Moi, cette nourriture industrielle-là, je l'ai oubliée depuis tant d'années. Donc, tu vois bien que si elle te fait des vomissements comme ça, si elle provoque certaines choses, la pâtisserie... je suis français, c'est terrible de dire ça, mais même au Japon, j'ai travaillé pour un pâtissier. La pâtisserie, c'est quand même le summum de la nourriture transformée, quoi. C'est-à-dire c'est que du sucre et du beurre et du gras. Que du sucre et du gras. Alors pour se faire plaisir, de temps en temps, c'est l'exception, c'est l'anniversaire, on mange un gâteau, etc. Mais bien sûr. Mais là, je ne parle pas de l'exception, je parle de ce qui peut vraiment vous impacter la santé parce que c'est 5 fois par semaine. Et là, en plus, si ça te provoque des brûlures d'estomac, c'est-à-dire que ton estomac, il n'a plus la capacité de digérer ça. Il y a une hypochloridrie, il y a une inflammation au niveau de la muqueuse, parce qu'il y a des produits chimiques dedans, hein, tout simplement. Alors je pense comme ça aux émulsifiants. Les émulsifiants, vous savez, c'est le détergent que vous allez mettre dans votre lessive pour le linge, qui va séparer les gouttelettes de gras, les graisses, et l'eau. Vous savez, le gras est hydrophobe, hein, il se repousse l'un l'autre, mais pour faire que la graisse soit émulsifiée en petites fines gouttelettes, il faut mettre comme du pec citron quand vous nettoyez un plat qui est gras. Il faut créer de la mousse, faut créer, c'est pour détacher le gras des habits par exemple. Le problème c'est que ça va faire la même chose au niveau de la paroi intestinale. Que ce soit au niveau de l'estomac, que ce soit au niveau de l'intestin grêle ou du côlon, on a une fine paroi intestinale qui est extrêmement fine, qui fait qu'une seule couche de cellules d'épaisseur, donc que ce soit des entérocytes ou des colonocytes, ce sont une seule couche de cellules qui se tiennent la main, c'est une cellule après l'autre qui est tenue par une jonction serrée. Et le problème c'est que ces émulsifiants ils vont non seulement ouvrir cette jonction, mais en plus faire que les neurones qui innervent votre paroi intestinale se replient plus loin. C'est-à-dire qu'on a des signaux dans le corps, comme les hormones. Et au niveau de l'intestin grêle, il y a une hormone qui s'appelle la cholécystokinine, la CCK. Et la CCK, son rôle, c'est d'envoyer un signal de satiété au corps, au cerveau. C'est-à-dire, les neurones qui sont dans le cerveau qui gèrent la satiété, là, on vient d'avoir suffisamment d'acides aminés et d'acides gras en particulier. Hein, c'est ça que la CCK, elle est sensible. Et donc, l'hormone qui est sécrétée, la CCK, elle va être captée par ces neurones qui sont contre la paroi. Mais le problème, c'est que les émulsifiants, ils vont tellement être nocifs et toxiques que les neurones, ils vont se replier, ils vont s'éloigner de la paroi.
Ils vont créer donc vraiment une distance entre le captage des neurones de la CCK. C'est-à-dire que la CCK va être là, l'hormone, elle va être dans le sang, les neurones vont être tellement repliés qu'ils vont plus pouvoir la sentir, donc le signal de satiété va plus être envoyé au cerveau, vous allez plus manger. Vous n'allez pas vous sentir rempli, vous n'allez pas vous sentir la satiété arriver. Donc les dommages font que il y a des macronutriments qui peuvent rentrer dans le sang qui ne sont pas digérés, des protéines, etc. Et en plus, les signaux comme la CCK, mais je pense aussi à la gréline, je pense à d'autres neurohormones et hormones. C'est pour ça que on va vous faire une vidéo avec Jean-Louis sur la neurophysiologie de la faim. La faim FAIM, hein, pas FIN. J'espère que la FIN, elle ne nous attend pas tout de suite. Et comme ça, on comprendra bien tous ces systèmes, ces boucles de rétroaction entre le cerveau et les intestins. Bref, la nourriture industrielle, ça ne doit pas être dans notre assiette. Il est temps de considérer notre corps comme un temple sacré. Et les temples sacrés, on ne rentre pas avec des souliers pleins de boue dedans. C'est une phrase que je répète de long en large dans mes podcasts, dans les interviews, sur Verisme TV. Tant que vous n'avez pas ce respect envers vous-même, votre vie sera sans cesse parcourue et jalonnée par l'adhésion du dogme d'une autre personne, et toujours éloigné de vos propres ressentis. Vous serez toujours loin d'être en paix avec vous-même, toujours en contradiction avec ce que vous dit votre corps et les actes que vous faites. Donc il y aura toujours une guerre intérieure qui s'exprimera par une guerre extérieure, c'est-à-dire que vous allez en vouloir à la terre entière de ne pas être bien dans votre peau. Donc il est temps de se respecter. Vraiment, il faut s'aimer soi-même pour aimer les autres. Mais ça passe par s'aimer soi-même. Hein, bon, voilà, on sort un petit peu de la philosophie. Donc, il faut arrêter les croissants, cher ami. Parce que ton corps, là, il te donne les signaux qu'il en a marre et qu'il n'en veut pas. Alors, Mati Diop, merci chef pour cette initiative, t'es un ange. Je t'en prie. On perd les mots pour te qualifier. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Question, comment bien s'alimenter pour ne pas perdre du poids durant le ramadan? Nous y sommes. Alors j'espère que cette vidéo n'arrivera pas trop tard. J'ai tendance à perdre beaucoup de poids durant ce mois de jeûne. Précision, avant le ramadan, je faisais un jeûne intermittent 12-12, c'est-à-dire 12 heures d'alimentation, 12 heures de non-alimentation, rien que pour ne pas affecter mon poids. Conseil, quel type d'aliment favorise la prise de masse? Encore merci Pierre et la famille, je vous salue. Eh bien, cher Mati Diop, moi je dirais vers des aliments denses, parce que c'est clair qu'en prise alimentaire réduite, il y a des mécanorécepteurs aussi au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin. Donc la place que vont prendre les aliments dans le corps est de toute manière délimitée. Hein, c'est pas extensible à l'infini, les intestins. Donc, tu vas pas pouvoir manger à l'infini et te gaver. Tu vas pas pouvoir partir en hyperphagie, à part si tu as une lésion au niveau de l'AGDP et de certains groupes de neurones dans le cerveau qu'on verra par la suite, qui font une hyperphagie où les gens mangent jusqu'à en exploser. Hein. C'est assez terrible, mais c'est une lésion de certains types de neurones dans le cerveau. Donc, c'est limité la place. Donc il faut faire les bons choix. Si tu as des prises alimentaires qui sont réduites dans la journée parce que ce mois de Ramadan, il est là pour avoir une reconnexion à soi-même, c'est vraiment une invitation à se connecter à soi-même et à oublier la nourriture le temps de la journée, et bien moi j'irai vers des aliments denses. Alors si tu manges des produits végétaux, j'irai vers des produits denses comme l'avocat, comme les noix, comme ce genre de choses. Si tu manges des produits animaux, viande, poisson, œufs, etc. Sinon, c'est vrai que si tu manges que des crudités qui sont extrêmement intéressantes pour tout un tas de raisons, ça va prendre énormément de place dans ton tube intestinal, ça va envoyer un signal de satiété rapide, c'est-à-dire voilà, je suis plein, j'en peux plus, j'ai plus faim. Mais au bout du compte, il n'y aura pas autant de micro et de macronutriments dedans qui vont faire que ton corps, s'il n'a pas ces réserves-là qui lui sont fournies par l'alimentation, il va aller déstocker, voilà, on va dire, déstocker ses propres réserves, et donc tu vas perdre du poids.
D'accord? Donc il faut s'assurer que les macros et les micronutriments soient en quantité dans ton alimentation. Et si tu n'as plus qu'un repas ou 2 repas par jour, et qui sont très éloignés, fais en sorte qu'ils soient riches en aliments denses. Voilà. Donc ça veut dire lipides, protéines, glucides, hein, les 3 grands groupes de macronutriments, et micronutriments qui seront là de toute façon, donc vitamines, minéraux, etc., qui seront là si les aliments sont de très bonne qualité. Donc être intransigeant sur la qualité et se pencher plutôt sur les aliments riches, denses, plutôt que ceux qui sont très chargés en fibres et en eau, comme les crudités, etc. Tu peux toujours les garder, les crudités, hein, mais attention à ce qu'ils ne prennent pas toute la place. Voilà. C'est une stratégie, en fait, à mettre en place. Alors, question de Quarks. Question alimentation avec le jeûne intermittent, comment faites-vous pour une prise de muscle? Bon, on l'a déjà un petit peu couvert ça. Avez-vous suffisamment de protéines par kilo de poids de corps? Même si j'avais vu dans certaines de vos vidéos que vous ne comptez pas vos macronutriments et qu'au contraire vous aviez gagné en prise de masse de muscle juste avec le jeûne intermittent, mais j'aimerais savoir alors comment cela se faisait-il. Beaucoup pensent qu'on ne peut pas prendre de la masse musculaire avec un déficit calorique. Après, peut-être que je confonds le déficit calorique avec le jeûne intermittent, oui, sans doute. Et ma dernière question concerne l'assimilation des protéines. Est-ce que vous pouvez plus nous éclaircir à ce sujet, une plage de 8 heures ou 14 heures, etc. Est-ce que ça suffit pour assimiler les protéines? Alors, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses. Ce qui déclenche la synthèse protéique, c'est tout un tas de mécanismes neurobiologiques que j'ai décrits dans une vidéo qui s'appelle la synthèse protéique sur Verisme TV. Donc je te renvoie vers cette question, cher Quarks, qui va t'éclaircir. Certains types, donc il faut comprendre une chose, c'est que les protéines que vous mangez, avant qu'elles se transforment en muscles, il va se passer beaucoup de choses. Donc ton steak, ton poulet, tes œufs, ton tofu, ton tempeh, voilà, toutes les sources de protéines, végétales comme animales, elles doivent d'abord être décomposées en acides aminés, passer dans le sang, être stockées dans le foie. Et après, ces acides aminés sont envoyés ou non dans les muscles. Et qu'est-ce qui donne le signal de la construction musculaire, la synthèse de nouveaux muscles, la création de nouveaux muscles? Qu'est-ce qui participe à l'anabolisme? Ce sont les signaux. Quels sont ces signaux? Ça peut être du stress métabolique, ça peut être du stress mécanique. Donc on va couvrir ça. Stress métabolique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand tu travailles ton muscle au niveau local, il y a des produits comme des hormones relâchées par les muscles, les lactates, l'acidification du milieu local par le rejet de protons H+ dans le sang. Tout ça, ça crée du stress métabolique. Le stress mécanique, c'est les ponts d'actine et de myosine, les protéines qui sont à l'intérieur des myofilaments musculaires, qui essayent de tenir et qui, en gros, on appelle ça des micro-déchirures ou des déchirures, mais c'est pas vraiment des déchirures, hein, c'est le fait que ça, comme un scratch qui se défait, ça se défait et ça crée une espèce de traumatisme local et on appelle ça le stress mécanique. Si tu joues sur ces deux stress-là, le corps il va se dire il faut qu'on construise plus de muscles. Donc j'envoie des acides aminés. Donc là, tu vois, c'est pas une histoire de quantité, c'est une histoire de signal. Ensuite, dans l'alimentation, il y a des signaux par les acides aminés qui sont plus forts. Je pense à la lysine, qui est un acide aminé, et la tyrosine aussi, mais surtout la leucine, la lysine. Donc c'est l'isoleucine et la leucine. Bon, peut-être que je vous sors ça de tête, mais il me semble que c'est l'isoleucine et la leucine qui sont surtout les acides aminés qui sont les signaux les plus forts pour faire entrer le corps en mode synthèse de protéines. Ça se passe par la voie mTOR, hein, essentiellement. Donc le mTOR, c'est synthèse, anabolisme. Ce qui veut dire que c'est encore une fois une histoire de signal. C'est-à-dire tu manges des protéines, un aliment qui contient beaucoup de leucine, par exemple, et d'isoleucine, entre autres. Et ça, le corps va se dire, ah, signal, il faut qu'on construise avec. Il faut qu'on passe en mode anabolisme. Donc on va utiliser cette voie-là, cette autoroute, et cette autoroute s'appelle le mTOR. Voilà, je fais très simple. Voie de signalisation mTOR. Et je prends
mes acides aminés à droite à gauche et je crée des nouveaux tissus, je crée des nouveaux muscles. Donc tu vois, tu as des signaux qui sont par tes actes, par ton comportement, c'est-à-dire l'entraînement physique. Est-ce que je m'entraîne plutôt en prise de masse musculaire, donc je vais faire des séries plutôt longues, 10-12 répétitions, charge plutôt légère, mais je cherche vraiment le stress métabolique. Je cherche aussi le stress mécanique parce que j'utilise des poids, parce que je m'entraîne bien. Donc tu as le côté comportement et puis tu as le côté alimentaire. Tu as certains types d'aliments qui favorisent, qui sont des signaux pour la construction musculaire. Donc là, c'est une histoire de signal. Donc tu vois, c'est pas du tout une histoire de quantité. Mais après, c'est clair qu'il faut une certaine quantité. Il faut que les briques de base soient là. Donc il faut que ton foie ait stocké suffisamment d'acides aminés. Donc tu vois, c'est compliqué tout ça. Et puis après, tu as tous les facteurs limitants. C'est-à-dire tout ce qui peut empêcher cette voie mTOR de s'exprimer. Tout ce qui peut empêcher l'anabolisme. Tu dors pas assez bien, tu stresses trop, ta narration interne est négative, tu as des problèmes familiaux, tu regardes trop les actualités, tu regardes trop les journaux télé qui parlent que de la guerre ou de la crise, de machin, des trucs, des virus, tout ça. Tout ça, c'est des facteurs qui vont limiter l'anabolisme. D'accord ? Donc, c'est d'une complexité sans nom, en fait, de prendre de la masse musculaire. Et c'est pour ça que tous les programmes de prise de masse musculaire, il y en a qui vont te dire, il faut faire des séries longues. Il y en a qui vont te dire, il faut s'entraîner 3 fois par semaine. Il y en a qui vont te dire, il faut entraîner tous les groupes musculaires au moins 2 fois par semaine, sinon on laisse tomber. Il faut faire des longs temps de repos, il faut faire des courts temps de repos. On trouve tout et son contraire. Mais en fait, ils n'ont pas compris, les gens, que c'était pas aussi simple que ça. Que ça, peu importe la technique, si la personne, tous ses facteurs de santé sont au vert d'un côté, et qu'elle dort bien, qu'elle assimile bien, qu'elle digère bien, qu'elle est heureuse dans sa vie, tu peux le mettre en fait sur n'importe quel programme de musculation, ça va marcher. En plus, si elle est jeune. Donc, certes, je fais le jeûne intermittent, certes, j'ai sans doute moins de prise en alimentation de protéines que d'autres peut-être, mais alors d'un autre côté, moi, je suis désolé, mais je suis l'un des rares, à mon avis, hein, je dors au plus tard à 9 heures, je fais au minimum 8 heures de sommeil, j'ai pas de stress, j'ai pas à prendre la voiture, j'ai pas à avoir des embouteillages, je vois le soleil toute la journée. Il y a tellement d'autres facteurs sur lesquels je suis intransigeant. Je fais de la méditation tous les jours, je fais que l'alimentation, je pourrais être sans doute bien moins attentif, que ça marcherait quand même, si tu vois ce que je veux dire. Et puis au-delà de ça, je me suis tellement formé à l'entraînement auprès des plus grands, Ido Portal, Christian Thibaudeau, j'en passe et des meilleurs, Julien Pinault de StrongFit, j'adore les citer parce que c'est devenu certains des amis, voilà, des grands qui m'ont inspiré, je suis allé faire leur formation, etc. Que aussi je sais que je m'entraîne bien, je me donne à fond, mais je suis des programmes quand même qui sont, je sais, pertinents et qui ont fait leurs preuves. Donc tout ça, mis bout à bout, ça fait que ça marche pour moi, voilà. Donc le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. La discipline et l'exemplarité. Voilà, cher Quark, j'espère que ça a répondu à cette question-là. Peut-être que tu confonds déficit calorique et jeûne intermittent, comme tu disais. Peut-être aussi, hein, le jeûne intermittent, c'est pas manger moins en quantité, c'est juste réduire la plage alimentaire en termes d'heures. Mais il ne s'agit absolument pas de réduire la quantité de ce qu'on mange. Donc, au lieu de manger sur 12 heures, parce que tu manges à 8 heures du matin, à midi et à 8 heures le soir, ça fait 12 heures d'alimentation, tu manges que à 12 heures pardon, et à 8 heures, ça fait 8 heures d'alimentation. Donc voilà, tu as réduit ta fenêtre d'alimentation. Et là par contre, tu manges toujours la même quantité, mais peut-être tu vas faire 3 petits repas. Voire 4 petits repas. Enfin je sais pas, tu vas te débrouiller pour justement ne pas être en déficit et réduire la quantité. Bon, on va prendre une dernière question les amis. Et on va prendre la question de AJPDS. D'après la littérature scientifique, un régime carnivore bien conduit, à bas, etc., extrêmement anti-inflammatoire sur le court terme. Qu'en penses-tu ? Existe-t-il des études sérieuses sur la nécessité d'un équilibre acido-basique et d'une croyance dogmatique associée au domaine de la naturopathie ? Ça dépend ce que tu appelles l'étude sérieuse. L'équilibre acido-basique, les systèmes tampons du corps, ça existe. Il n'y a pas de souci. Les déviances que l'on peut faire au niveau des abus de langage, ça, moi, je me bats contre depuis toujours.
Depuis que je fais ce métier, ça me sort par les yeux. Voilà. Je me souviens même dans mes formations de naturopathie, ça me gonflait quand j'entendais là vous cette alimentation elle est acidifiante, enfin même pas non, non. Là vous vous acidifiez, enfin tout était tourné d'une manière bizarre. Vous comprenez bien que le corps il va pas laisser l'acidification se passer. Il va pas la laisser. Il va mettre tout en branle, tous les systèmes tampons, etc. pour garder le pH à niveau, c'est-à-dire 7.3, 7.4, et pour pas que ça bouge. Ce qui va être au détriment de la santé, de vos os, de vos tissus, parce qu'il va aller piocher ce qui est antioxydant, ce qui tamponne l'acidité, ce qui est alcalin, donc calcium, magnésium, tout ce que vous voulez, et surtout le système bicarbonate, le rejet du CO2 et des protons H+, par l'expiration. Il va mettre tout en branle tous ces systèmes-là de tampons en fait, de l'acidité, pour pas que ça bouge. Donc en fait, votre pH, il va pas, vous n'allez pas naviguer dans l'acidification. Hein. Il y en a qui disent oh, je suis trop acide. Mais non, t'es pas trop acide. Peut-être tes comportements sont acidifiants, mais ton corps, t'inquiète pas qu'il pioche partout pour justement que tu ne sois pas acide, ni alcalin. Hein. Ce serait pas bon d'être alcalin non plus, on en mourrait aussi. Donc il y a des espèces d'abus de langage comme ça qui sont faits, et ça, c'est clair qu'il faut lutter contre. Par contre, tous les systèmes tampons que je viens de te décrire, le système bicarbonate, le système, tous, hein, l'utilisation de certains ions pour tamponner les protons H+, et l'acidification du sang et des humeurs du corps, ça, tu ouvres n'importe quel livre de physio, c'est décrit. Hein. Donc voilà, là, il n'y a pas de système tampon, l'acido basique, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, est-ce que on a vraiment fait des tests, tu vois, en direct, sanguin, de ce qui se passe quand on mange telle ou telle chose, etc., de comment réagit la personne, sur un panel assez grand, pour savoir si telle alimentation conduit inévitablement à descendre un petit peu le pH ou monter un petit peu le pH, etc., ça, à mon avis, non. Et c'est là où le bas blesse. Donc, voilà. Encore une fois, les aliments, ils sont neutres, ils nous ont rien fait. C'est la résultante entre l'aliment que tu manges et ton terrain, toi-même, c'est-à-dire ton microbiote, tes organes, tes enzymes, tes sucs digestifs, tout ça, qui font que la résultante va être bonne ou mauvaise. Donc les études, elles me disent la résultante, certes, mais elles me disent pas ton terrain, tu vois. Elles n'ont pas étudié ton microbiote, elles n'ont pas étudié, etc. Donc, voilà, tu peux pas faire des règles, et surtout, il faut, à mon avis, pas attendre des études qu'elles nous donnent la vérité. La vérité, elle est déjà en vous. Comme je le dis tout le temps sur Vérisme TV, elle est déjà en vous. La vérité, elle est déjà en vous. Cette phrase, elle veut dire que c'est en expérimentant et en regardant humblement les réponses du corps que vous allez trouver ce qui vous correspond. Et là, vous êtes autonome. On ne peut plus vous la faire. Et ce n'est pas une étude scientifique qui va vous dicter comment mener votre vie. C'est ça qui est important, les amis. Je n'œuvre que pour votre autonomie. C'est ça, le truc. Bon. Voilà pour ça. J'ai pas répondu à tout, je pense. Tu disais, d'après la littérature, un régime carnivore bien conduit est extrêmement anti-inflammatoire sur le court terme. Qu'en penses-tu? Ben là encore, c'est un petit peu la même histoire, mais régime carnivore, quand ils nous disent que les aliments, les plantes ont des molécules anti-enzymatiques qui sont faites justement pour ne pas être digérées, qui sont des mécanismes de défense de la plante, et que donc il ne faut pas les manger, certes, mais ce serait oublier notre principe de l'hormèse et de cette xénohormésis. Alors xénohormésis, c'est l'hormèse qui est rattachée plutôt à l'alimentation et aux molécules qu'on pourrait ingérer. L'hormèse, c'est justement une petite dose va être bénéfique, mais une dose qui va dépasser certains seuils, ça va être néfaste. C'est pour ça, le froid par exemple, un petit peu de froid, eh ben, le rebond, la surcompensation va faire que je vais me renforcer. Beaucoup de froid et tout le temps, ça peut me tuer. Okay, donc c'est bien ça, c'est trouver la bonne dose. Ben, les plantes c'est pareil, on peut leur faire le même procès. On peut dire d'un côté, ah ben non, le curcuma, la curcumine du curcuma, c'est une molécule qui est anti-inflammatoire. Comme on peut dire, ah non, non, le curcuma, si tu en manges 3 tonnes, ça va te faire vomir, ça va foutre ton foie en l'air et tu vas devenir malade. Donc qui c'est qui a raison? Celui qui dit qu'en toute petite quantité c'est bon pour le corps, ou est-ce que c'est celui qui dit qu'en grande quantité c'est mauvais pour le corps? Qui est-ce qui a raison?
Ils ont tous les deux raison. Mais la voie de la sagesse, elle est dans le juste milieu. Elle est dans consommer ce qui est bon pour toi, ce qui donne une résultante positive. Donc, encore une fois, notre loi de l'hormèse nous donne la voie. C'est j'expérimente, je teste, autant le curcuma ça passe pas du tout pour moi, autant le curcuma j'en mange un petit peu, et là, à la bonne dose, bah, ça m'a enlevé une inflammation que j'avais. Ça a aidé en tout cas à réduire l'inflammation que j'avais quelque part dans mon corps. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut toujours faire preuve d'humilité et de sagesse quand il s'agit d'écouter ses propres signaux du corps. Vous êtes votre premier médecin, chers amis. Voilà, j'ai pas pris toutes les réponses, toutes les questions, pardon, parce que je vais en garder aussi pour la prochaine vidéo qui sera sur le régime carnivore, où je vous proposerai un autre question-réponse, sans doute en garrigue, avant les cigales. Et donc, balancez vos questions. Je ferai un question-réponse encore une fois sur Facebook et sur YouTube. Et je sais qu'il y a quelques réponses là, quelques questions que j'ai pas prises. Je les prendrai la prochaine fois. Mais en attendant, par rapport à tout ça, vous pouvez me donner d'autres questions et je vous répondrai avec plaisir sur Verisme TV. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, en notre compagnie, moi, les oiseaux et la garrigue. Et je vous dis à bientôt sur Verisme TV pour une nouvelle vidéo.